Bah, bon, alors, juste quelques mots aussi en français. Je vais me permettre de lire un tout petit peu de non-fiction. Je pense que ça va être la première pour ce soir. Un peu de non-fiction. Et Le Grand, c'est un tas de l'eau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que ça va être l'occasion de chercher un tout petit peu et d'en lire un tout petit peu, parce que c'est l'un des grands penseurs du 20e et 21e siècle. Il nous a quittés en 2017, mais il a déjà beaucoup parlé, écrit et réfléchi sur le 21e siècle également. Alors, le livre s'appelle La peur des barbares et c'est vraiment une réflexion qui concerne plus ou moins tout le monde, j'espère bien. Et voilà, comment je vais plus en parler parce que je peux parler trop sur lui. Alors, le début du livre s'appelle, le premier chapitre, je vais lire un tout petit peu du premier chapitre, s'appelle Entre peur et ressentiment. Et ça, c'est ma fille qui voulait aussi vous lire un petit truc en bulgare. Le XXe siècle a été dominé en Europe par le conflit entre régime totalitaire et démocratie libérale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, après la défaite du nazisme, ce conflit a pris la forme d'une guerre froide globale, renforcée en périphérie par quelques confrontations chaudes, bien circonscrites. Les acteurs ont été clairement identifiés. D'un côté, le bloc des pays communistes, s'étalant de l'Allemagne de l'Est à la Corée du Nord, dominé dans un premier temps par l'Union soviétique. De l'autre côté, du rideau de fer entourant ces pays se situait l'Occident, le monde libre, composé essentiellement des pays d'Europe de l'Ouest et d'Amérique du Nord conduits par les États-Unis. Restait, en dehors de cet antagonisme, un troisième acteur, un ensemble hétéroclite de pays non alignés, politiquement neutres, appelé le tiers-monde. C'était donc une division de la Terre selon les critères politiques, même si d'autres caractéristiques les accompagnaient. Le tiers-monde était pauvre, l'Occident riche. Dans les pays communistes, l'armée était riche et la population pauvre, mais on ne lui permettait pas de le dire. La situation a duré plus d'un demi-siècle. J'y étais d'autant plus sensible que je suis née en Europe de l'Est, en Bulgarie, et que j'y ai grandi avant de venir vivre en France à l'âge de 24 ans. Cette répartition des pays du monde me semblait destinée à durer éternellement, ou en tout cas jusqu'à la fin de ma vie. Cela explique peut-être la joie que j'ai éprouvée au moment où, autour de 1990, les régimes communistes européens se sont effondrés les uns après les autres. Il n'y avait plus de raison d'opposer l'Est à l'Ouest, ni de concourir pour la domination universelle. Tous les espoirs étaient donc permis. Les anciens rêves de grands penseurs libéraux allaient enfin se réaliser. Les guerres seraient remplacées par le négoce, un nouvel ordre mondial pourrait s'installer, plus harmonieux que le monde antérieur de la guerre froide. Je ne pense pas être le seul à avoir cru en une telle évolution favorable. Une petite vingtaine d'années plus tard, il faut bien constater que cet espoir était illusoire. Tensions et violences entre pays ne semblent pas devoir disparaître de l'histoire mondiale. La grande confrontation entre Est et Ouest avait relégué à l'arrière-plan des hostilités et des oppositions qui n'allaient pas tarder à ressurgir. Les conflits ne pouvaient s'évanouir comme par enchantement, car leur cause profonde était toujours là. On peut même penser qu'elles seront forcées. La population mondiale continue de croître rapidement, alors que le territoire sur lequel elle habite reste le même, voire se rétrécit, rongé par des déserts et menacé d'inondations. À ces données constantes se sont ajoutés quelques développements nouveaux. Le bouleversement technologique a touché de nombreux domaines, mais certaines avancées ont eu un impact particulièrement fort sur les relations internationales. La plus évidente concerne la communication. Devenue incomparablement plus rapide que dans le passé, elle emprunte aussi de multiples nouveaux canaux. Les informations sont instantanées, portées par les mots comme par les images, et elles atteignent le monde entier. La communication intense et la fréquentation accélérée entre pays et entre personnes ont des effets positifs et négatifs. Mais une autre innovation technologique est exclusivement source d'appréhension. Il s'agit de la facilité d'accès aux armes destructrices, en particulier aux explosifs. Tout un chacun, semble-t-il, peut se procurer sans difficulté.
Miniaturisées, elles se laissent transporter dans la poche. Perfectionnées, elles peuvent tuer instantanément des dizaines, des centaines, de milliers de personnes. Les recettes de bombes circulent sur Internet, les produits qui les composent sont en vente dans les supermarchés. Un téléphone portable suffit pour déclencher une explosion. Cette démocratisation des armes destructrices crée une situation toute nouvelle. Il n'est plus nécessaire de disposer de la puissance d'un État pour infliger de lourdes pertes à son ennemi. Quelques individus bien décidés et possédant un minimum de moyens financiers suffisent. Les forces hostiles ont entièrement changé de visage. Les grandes innovations technologiques ont eu des conséquences sur les modes de vie, mais elles n'ont pas entraîné la disparition immédiate du monde antérieur. Elles ne pouvaient évidemment pas le faire. Ce qu'elles ont produit en revanche est une juxtaposition de contrastes où l'archaïque côtoie l'ultramoderne. On se doute des résultats que risque de provoquer ce choc entre le pot de terre et le pot de fer. Chez les uns, il engendre envie ou rejet, ou les deux à la fois. Chez les autres, mépris aux conséquences, aux compassions. Les premiers ont pour eux la supériorité du nombre et de la colère, les seconds, celle de la technologie et de la force. Le mélange est explosif et les conflits se multiplient. Leur carte dépendant n'est plus celle qui s'était opposée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Elle commence. C'est le plus important. Il est possible. Vous m'entendez comme ça? Pardon. Alors voilà. Il est possible de séparer aujourd'hui les pays du monde en plusieurs groupes selon la manière dont ils réagissent à la nouvelle conjoncture. Toutefois, ce ne sont plus les régimes politiques qui permettent de les distinguer, comme lors de la confrontation entre communisme et démocratie, ni les grandes divisions géographiques, comme par exemple entre Nord et Sud, puisque l'Australie est au Sud et la Mongolie est au Nord, ni entre Est et Ouest, la Chine et le Brésil se trouvant souvent rapprochés, encore moins les civilisations. Au XVIIIe siècle, pour parler des passions humaines qui agitent une société, Montesquieu avait introduit une notion qu'il avait appelée principe de gouvernement. Ainsi, la vertu en république, l'honneur des monarchies. Aujourd'hui aussi, une passion ou attitude sociale dominante imprègne tant les décisions gouvernementales que les réactions des individus. Je suis bien conscient des risques que l'on prend en schématisant ainsi et en figeant des situations forcément mouvantes. Plusieurs passions sociales agissent toujours en même temps et aucune ne touche tous les membres d'une population. Leur identité même est mobile et ne prend pas le même visage d'un pays à l'autre. De surcroît, leur hiérarchie évolue et un pays peut facilement passer en l'espace de quelques années d'un groupe à l'autre. J'appellerai la passion dominante d'un premier groupe de pays l'appétit. Leur population a souvent le sentiment que pour des raisons diverses, elle a été tenue à l'écart de la répartition des richesses. Aujourd'hui, son tour est venu. Les habitants veulent profiter de la mondialisation, de la consommation des loisirs, et pour atteindre ce but, ils ne lésinent pas sur les moyens. C'est le Japon qui, il y a déjà plusieurs décennies, a ouvert cette voie dans laquelle il a été suivi par plusieurs pays du sud-est asiatique et depuis peu par la Chine et l'Inde. D'autres pays, d'autres parties du monde sont en train de s'y engager. Le Brésil, demain sans doute le Mexique, l'Afrique du Sud. Depuis quelques années, la Russie semble suivre le même chemin, transformant en avantage sa défaite dans la guerre froide. Son développement n'a plus à subir de freins idéologiques, l'enrichissement de ses citoyens non plus. Le pays n'a plus besoin de poursuivre la compétition pour l'hégémonie mondiale. Le deuxième groupe de pays est celui où le ressentiment joue un rôle essentiel. Cette attitude résulte d'une humiliation réelle ou imaginaire qui leur serait infligée par les pays les plus riches et les plus puissants. Elle est répandue à des degrés divers dans une bonne partie des pays dont la population est majoritairement musulmane, du Maroc au Pakistan. Depuis un certain temps, elle est présente aussi dans d'autres pays asiatiques ou dans quelques pays d'Amérique latine. La cible du
Ressentiment sont les anciens pays colonisateurs d'Europe et de façon croissante les États-Unis, tenus pour responsables de la misère privée et de l'impuissance publique. Le ressentiment envers le Japon est fort en Chine et en Corée. Bien entendu, il ne domine pas tous les esprits ni toutes les activités, néanmoins il joue un rôle structurant dans la vie sociale, car comme les autres passions sociales, il caractérise une minorité influente et agissante. Le troisième groupe de pays se distingue par la place qui occupe le sentiment de peur. Ce sont les pays qui constituent l'Occident et qui ont dominé le monde depuis plusieurs siècles. Leur peur concerne les deux groupes précédents, mais elle n'est pas de même nature. Des pays de l'appétit, les pays occidentaux et singulièrement européens redoutent la force économique, la capacité de produire à moindre coût et donc de rafler tous les marchés. Bref, ils ont peur d'en être dominés économiquement. En ce qui concerne les pays du ressentiment, ils craignent les attaques physiques qui en proviendraient, les attentats terroristes, les explosions de violence et de surcroît les mesures de rétorsion dont ces pays seraient capables sur le plan énergétique, puisque les plus grandes réserves de pétrole se trouvent chez eux. Enfin, un quatrième groupe de pays dispersés sur plusieurs continents pourrait être désigné comme celui de l'indécision, groupe résiduel dont les membres risquent de passer un jour sous l'emprise de l'appétit comme du ressentiment, mais qui pour l'instant reste extérieur à ces passions. En attendant, les ressources naturelles de ces terres sont pillées par des ressortissants des autres groupes des pays, avec la complicité active de leurs propres dirigeants corrompus. Des conflits ethniques qui apportent la désolation. Certaines couches de leur population, souvent misérables, tentent de s'introduire dans les pays de la peur, pays plus riches pour y gagner mieux leur vie. Je n'ai guère la compétence nécessaire pour décrire en détail chacun de ces groupes de pays. J'habite en France, au sein de l'Union européenne, donc dans le groupe désigné comme étant dominé ou en tout cas marqué par la peur. C'est aussi le seul que je connaisse de l'intérieur. Je restreins encore mon sujet et me limite à l'une des relations qu'on peut observer, celle avec les pays et la population marquée par le ressentiment. Si je souhaite approfondir l'analyse de cette passion, c'est parce qu'elle me paraît souvent avoir des effets néfastes. La thèse que je voudrais développer peut se résumer en quelques mots. Les pays occidentaux ont pleinement le droit de se défendre contre toute agression et toute atteinte aux valeurs sur lesquelles ils ont choisi de fonder leur régime démocratique. Ils ont notamment à combattre avec fermeté toute menace terroriste et toute forme de violence. Ils ont intérêt cependant à ne pas se laisser entraîner dans une réaction disproportionnée, excessive et abusive, car elle produirait des résultats contraints à ceux que l'on escompte. La peur devient un danger pour ceux qui l'éprouvent. C'est pourquoi il ne faut pas la laisser jouer le rôle de passion dominante. Elle est même la principale justification des comportements souvent qualifiés d'inhumains. La peur de la mort qui me menace, ou pire encore, qui menace des êtres qui me sont chers, me rend capable de tuer, mutiler, torturer. Au nom de la protection des femmes et des enfants chez nous, beaucoup d'hommes et de femmes, de vieillards et d'enfants ont été massacrés chez les autres. Ceux qu'on aimerait qualifier de monstres ont bien souvent agi mus par la peur pour les leurs et pour eux-mêmes. Quand on demande aux policiers et aux militaires, aux Sud-Africains, pourquoi, au temps de l'apartheid, ils ont tué ou infligé des souffrances indicibles, ils répondent « pour nous protéger de la menace que les Noirs et les communistes faisaient peser sur notre communauté. Nous n'avons pris aucun plaisir à faire cela. Nous n'en avions aucune envie. Mais il fallait les empêcher de tuer les femmes et les enfants innocents. Et une fois qu'on a accepté de tuer, on consent aussi au pas suivant. On torture pour obtenir des informations sur les terroristes. On mutile les corps pour travestir les meurtres en crimes crapuleux ou en exclusion accidentelle. Tous les moyens sont bons pour atteindre la victoire et donc écarter la peur. La peur des barbares est ce qui risque de nous rendre barbares. Et le mal que nous nous ferons dépassera celui que nous redoutions au départ. Merci.
Сюзан Колинс. Точно когато часовник удря 2, кметът се качва на подиума и започва да чете. Всяка година се повтаря едно и също. Той разказва за историята на Панем, страната издигнала се от пепелищата на място, някога наречено Северна Америка. Изброява бедствията, бурите, пожарите, нахлуващите морета, погълнали толкова голяма част от сушата. Жестоката война за малкото останали средства за пребитаване. В резултат се появява държавата Панем, с пляскавата си столица Капитол и 13-те окръга, която донесла мир и преуспяване на своите граждани. После настъпили тъмните дни. Бунтът на окръзите срещу Капитола. 12 окръга били победени, 13-тият изтрит от лицето на земята. В договора на измяната влезли в сила нови закони, които да гарантират мира, а като ежегодно напомняне, че тъмните дни не бива да се повтарят никога вече, били въведени игрите на глада. Правилата на игрите на глада са прости. Като наказание за бунта, всеки от 12-те окръга трябва да предостави по едно момиче и едно момче, наречени трибути, като участници в игрите. 24 трибути са затворени на огромна открита арена, където може да има всичко от изгарящо гореща пустиня до замръзнала гола пустош. В продължение на няколко седмици състезателите трябва да се бият до смърт. Последното целял трибут става победител в игрите. Да вземем децата от нашите окръси, да ги заставят да се избиват взаимно, докато ние гледаме. Това е начин на управниците в Капитола да ни напомнят колко изцяло зависимо от милостта им. Колко малък шанс имаме да оцелеем след още един бунт. Без значение с какви думи си служат, истинското послание е ясно. Вижте как вземем децата ви и ги принасяме в жертва, а вие не можете да направите нищо. Дори само пръст да повдигнете, ще ви унищожим до последния човек, точно както стана в окръг 13. За да направят преживяването както мъчително, така и унизително, в Капитола иска от нас да се отнасяме към игрите на глада като към празненство. Спортно събитие, което изправя всеки окръг срещу другите. Последното целял трибут получава лесен и безгрижен живот, като се прибере от дома, а окръгът, от който идва, е обсипан с награди, голямата си част състояща се от храна. През цялата година столицата подарява на победителния окръг зърно и олио и дори деликатеси като захар, докато ние, останалите, се борим с глада. Това е време както за благодарност, така и за покаяние. Напевно реди кметът. След това прочита списъка с предишните победители от окръг 12. За 74 години сме имали точно двама. Само един е още жив. Хемич Абърнети. Шхембес, мъж на средна възраст, който точно в този момент се появява, подвиква нещо неразбираемо, излиза с залитане на сцената и се стоварва на третия стол. Пиян, но тълбата отвръща с символични аплодисменти, но той е объркан и се опитва да сграбчи Ефи Тринкет в силна прегръдка, която тя да успее да избегне. Кметът изглежда притеснен. Тъй като всичко това се предава по телевизията, точно в момента окръг 12 е за посмешище на цял Панем и той го знае. Бързо се опитва да привлече вниманието обратно към жертвата, като представя Ефи Тринкет. Вода и кипяща от енергия, както винаги, Ефи Тринкет изпитва до подиума и произнася дежурната си реплика. Честити игри на глада и нека шансовете да са винаги на ваша страна. Розовата й коса сигурно е перука, защото след сблъсъка с Хемичка дейците й са изместени малко в страни. Известно време тя говори за каква чест е да бъде там, макар на всички да им е известно, че просто копне да я повишат и да я изпратят в по-хубав окръг, където има истински победители, а не пияници, които те излагат пред цялата страна. През тълпата забелязвам Гео, който отвръща на погледа ми с едва доловима усмивка. В сравнение с досегашните жертви, сега поне се случва нещо забавно. Но внезапно ме обзема тревога за Гео. В онази голяма сфера има името му пуснато 42 пъти и шансовете не са на негова страна. За разлика от много други момчета. А може би той си мисли същото за мен, защото лицето му става мрачно и отвръща поглед. Иска ми се да може да му пошегна, но все пак там има хиляди лищета. Време е за теглянето на жребия. Ефи Тринкет казва както винаги първо дамите и се насочва към стъклена сфера с имената на момичетата. Бръква вътре, заравя ръка дълбоко в сферата и смъква къща хартия. Тълпата дружно си поема дъх, после става толкова тихо, че игла да падне ще се чуе, а на мен ми се повдига и отчаяно се надявам, че не съм аз, че не съм аз, че не съм аз. Ефи Тринкет пак се върша на подиума, разгълва лещето и прочита името с ясен глас. И това не съм аз. Примроза Евардине.
България.